L'idée, envisagée dès le XVIe siècle par l'empereur Charles Quint, était belle. Relier les océans Atlantique et Pacifique pour éviter aux navires de devoir contourner l'Amérique du Sud. Le compte à rebours de ce qui deviendra le futur canal de Panama commence en 1513. Vasco Núñez de Balboa, sur ordre de la couronne d'Espagne, se charge de découvrir un passage naturel reliant les deux mers. Le 25 septembre 1513, il aperçoit la mer du Sud qui deviendra l'océan Pacifique. En 1527, deux marins remontent le fleuve jusqu'à 50 km de son embouchure. Puis, sur 30 km, une route est pavée jusqu'à la ville de Panama. Avec ce chemin royal, ce passage commercial devient le plus important du continent américain. Lors de la ruée vers l'or au XIXe siècle, il était plus sûr de prendre le bateau et de passer par l'isthme que de traverser des régions inhospitalières d'est en ouest de l'Amérique du Nord. L'isthme transocéanique appartenait en 1835 à la Colombie. Commence alors une bataille juridique pour contrôler ce passage encore hypothétique. Après de multiples traités, le Congrès colombien signe en 1878 la Convention Salgar-Weiss qui octroie à une société française une concession pour 99 ans afin de construire un canal dans l'isthme. Ce sera la base légale de ce qu'on appellera le canal français. Après le canal de Suez, Ferdinand de Lesseps est l'homme de la situation. C'est lui qui décidera du parcours à emprunter pour construire le canal. Le 3 novembre 1903, le Panama se sépare de la Colombie et devient indépendante. Mais le climat des tropiques n'est pas le même que celui de Suez, sec et désertique. Au Panama, dès que le manteau végétal est retiré, le sol, fragilisé, s'éboule rapidement. Les pluies abondantes et prolongées détruisent le travail de plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Les délais prennent du retard et les budgets deviennent pharaoniques, entraînant la faillite de la société. À cela s'ajoute le fléau de la malaria et de la fièvre jaune qui entraîneront 12 000 ouvriers vers la tombe. La banqueroute de la Compagnie de Panama est le plus grand scandale financier du XIXe siècle en France, entraînant la faillite du canal français en 1889. Les États-Unis, conscients de l'importance de cette voie interocéanique, rachètent la concession française en 1904. Les États-Unis reprennent les travaux avec le projet d'un canal à écluse, idée des ingénieurs français, projet retiré par l'orgueil de Ferdinand de Lesseps qui lui avait préféré un canal à niveau. Dès 1904, les États-Unis adoptent des mesures sanitaires pour contrôler la malaria et la fièvre jaune. C'est Juan Carlos Findlay, médecin cubain ayant étudié en France, qui identifie le moustique responsable de la transmission du virus de la fièvre jaune. Les travaux du médecin militaire Walter Reed aboutissent à la création d'un vaccin contre la fièvre jaune. Jusqu'à l'ouverture du canal, on dénombre la mort de 27 000 ouvriers frappés par le paludisme, la fièvre jaune, des accidents dus aux explosifs, au glissement de terrain. En 1906, les plans reposant sur un jeu d'écluses sont prêts. Et le 15 août 1914, alors que l'Europe se jette dans la guerre, le vapor Ancon effectue la première traversée officielle du canal de Panama, considérée comme la 8e merveille du monde. À bord de l'Ancon, Mary Garden chante « I Love You California »,
qui deviendra l'hymne de la Californie. Août 1914-2014, le centenaire du canal. 100 ans plus tard, le canal a vu passer le long de ses 80 km plus d'1 million de bateaux. Géré par les États-Unis jusqu'en 1999, il a été rétrocédé au Panama. Ce petit pays d'Amérique centrale devient l'un des plus dynamiques de la région, avec une croissance de 8% en 2013. L'avenir du canal apparaît aujourd'hui incertain. Son gabarit n'est plus suffisant pour les bateaux géants, les over-Panamax, c'est-à-dire les supertankers. Le 22 octobre 2006, par son président Martin Torrijos, le Panama approuve l'élargissement du canal par un nouveau jeu d'écluses. Ces super Panamax, 3 fois plus gros, constitueront en 2025 la majorité de la flotte des porte-containers. Pour accueillir ces bateaux de 150 000 tonnes et 400 mètres de long, les Panaméens se sont lancés dans un chantier gigantesque. Démarré il y a 5 ans, il va coûter plus de 6 milliards d'euros. 24 heures sur 24, 26 000 ouvriers s'y relaient pour creuser un deuxième canal. Chaque écluse aura 3 niveaux, de 427 mètres sur 55 mètres. Celles-ci seront beaucoup plus grandes que les actuelles qui mesurent 305 mètres sur 33 mètres. D'où la possibilité de transit de navires plus grands, les post-Panamax. Chaque écluse sera dotée d'un système de 3 bassins d'eau qui permettront de réutiliser l'eau. En effet, l'agrandissement des écluses du canal de Panama, jusqu'à 400 mètres, se heurte à une redoutable hypothèque, la ressource en eau. Mais les autorités soutiennent que contrairement au système actuel, l'eau des écluses, quelques 200 millions de litres, sera en bonne partie réutilisée une fois terminée la manœuvre d'accompagnement des navires. Et ceci grâce aux bassins destinés à récupérer l'eau. Les nouvelles écluses ont des portes coulissantes, doublées par sécurité, qui mesurent 27 mètres de haut, 58 mètres de longueur et 16 mètres de largeur. Le lac Chagres est en cours de creusement par explosifs sous-marins. Le but est d'augmenter la profondeur du lac et d'obtenir ainsi davantage d'eau par les pluies abondantes dans le pays. Mais une réelle concurrence pourrait fragiliser l'économie du Panama. Personne ne pouvait se douter que le canal de Suez pouvait concurrencer celui de Panama. Grâce à une plus grande capacité, Suez a sapé lentement les revenus du Panama. Et les choses pourraient s'aggraver. L'Égypte se lance dans la construction d'un nouveau canal de 72 km le long du canal existant de Suez. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi vient de lancer le creusement d'un nouveau canal de Suez pour fluidifier le trafic. Aujourd'hui, une quarantaine de bateaux empruntent le canal chaque jour. Avec une deuxième voie, les bateaux pourront désormais circuler dans les deux sens. Et le canal comptera alors plus de 90 passages quotidiens. Concrètement, ces aménagements permettraient une réduction de 8 heures d'attente sur le trajet des cargos. Donc, il faudrait un peu moins de 26 jours pour allier la côte est des États-Unis depuis Shanghai en passant par le nouveau canal de Suez, contre 28 par le canal de Panama. Le canal de Suez continuera à être la première source de revenus d'Égypte. Le canal interocéanique au Nicaragua. Si le Panama est le dernier pays d'Amérique centrale, le Nicaragua se trouve à moins de 1000 km au-dessus, ce qui ne sera pas négligeable pour un canal maritime.
Le Nicaragua a inauguré, le 22 décembre 2014, la construction d'un nouveau canal interocéanique par Daniel Ortega, président du Nicaragua, et Wang Jin, président de l'entreprise chinoise HKND. Le canal du Nicaragua accueillerait des navires portant jusqu'à 23 000 conteneurs, chiffre qui sera limité à 13 000 pour accéder au canal de Panama élargi. Ce qui n'empêche pas le canal centenaire de redouter l'arrivée d'un tel concurrent avec lequel il sera obligé de partager les 5% du commerce maritime mondial qu'il fait transiter. La voie du Nord. Le réchauffement climatique pourrait avoir une autre conséquence surprenante. L'ouverture des routes maritimes arctiques, passage du nord-ouest et passage du nord-est à la circulation commerciale. La route de la Sibérie, qui devait être ouverte par des brise-glaces russes à propulsion nucléaire, est d'ores et déjà libre la plus grande partie de l'année. Dans l'exemple d'un porte-conteneurs partant du Havre vers Tokyo, 4 directions sont possibles. Par le canal de Panama, 25 000 km. Par le canal de Suez, 20 000 km. Par le tracé nord-ouest, 14 000 km. Par le tracé nord-est, 13 000 km. Les inconvénients des tracés par l'Arctique sont des conditions météorologiques difficiles, une route praticable qu'une partie de l'année et pas d'escale ni d'abri pour d'éventuelles réparations. Le gros avantage est l'économie de 300 000 $ par trajet. Avec cette rentabilité-là, les problèmes de réchauffement de la planète ou les risques pour l'environnement ne sont que secondaires pour le commerce maritime. Sur la plupart des produits manufacturés en provenance de Chine, 80% sont transportés dans des conteneurs par voie maritime vers l'Europe. Malgré le fait qu'il s'agisse de la forme la moins chère de transport, elle demande plus de temps que si le trafic était effectué de la Chine vers l'Europe directement par rail. Il n'est pas surprenant que la Chine, la Russie et surtout le Kazakhstan aient décidé de faire revivre la route de la soie en créant un corridor transnational sur le continent eurasien. Mais ceci est une autre histoire.